l'alarme chimique et le recrutement militaire. Une fourmi blessée ne crie pas. Elle libère une molécule. En quelques secondes, des milliers de soldats arrivent. C'est le 911 chimique et il est plus rapide que n'importe quel humain. Dans l'empire des fourmis, le danger ne se manifeste pas par des cris. Il se manifeste par des molécules, des signaux chimiques qui traversent l'air à la vitesse de la diffusion, mobilisant les défenses avec une efficacité qui défie nos systèmes d'alerte les plus sophistiqués. Les phéromones d'alarme sont le système d'urgence des supercolonies, des codes chimiques qui transforment des ouvrières pacifiques en soldats combatifs en quelques secondes. Quand une fourmi est attaquée, quand le nid est perturbé, elle libère des molécules d'alarme depuis sa glande à poison. Ces substances se diffusent rapidement, créant un nuage olfactif d'alerte. Les fourmis proches captent ces signaux avec leurs antennes et en une fraction de seconde, leur comportement change. Elles deviennent agitées, agressives, attirées vers la source du signal. Elles suivent le gradient de phéromones, convergeant vers le danger comme des soldats répondant à un appel aux armes. Mais ce système est plus nuancé qu'une simple alarme binaire. Les fourmis possèdent souvent plusieurs phéromones d'alarme, chacune codant pour un type différent de menace. Certaines molécules attirent les défenseurs vers le danger, créant une concentration de force. D'autres provoquent la dispersion, éloignant les ouvrières d'une zone menacée. D'autres encore déclenchent des comportements spécifiques. Récupération des larves, blocage des galeries, mobilisation des soldats spécialisés. Cette sophistication permet des réponses adaptées au contexte. Une attaque à l'entrée du nid nécessite une concentration de défenseurs. Une perturbation dans les chambres de couvain exige une évacuation rapide des jeunes. Les fourmis lisent ces nuances chimiques et ajustent leur comportement en conséquence. Mais l'organisation militaire des fourmis ne se limite pas à la défense. Les espèces esclavagistes ont développé des stratégies d'attaque coordonnées par phéromones. Leur stratégie commence par la reconnaissance. Des éclaireuses explorent les environs à la recherche de colonies vulnérables. Quand elles en trouvent une, elles retournent à leur nid et émettent un signal spécifique depuis leur glande de Dufour, une phéromone de recrutement qui mobilise les ouvrières agressives. Ce signal est l'ordre de mobilisation, l'appel aux armes qui transforme la colonie en machine de guerre. Les ouvrières réceptrices deviennent excitées, agressives, prêtes à suivre les éclaireuses vers le champ de bataille. Cette mobilisation peut rassembler des centaines, parfois des milliers d'individus, créant une force d'invasion écrasante. Mais la stratégie ne s'arrête pas là. Les fourmis esclavagistes utilisent une seconde arme phéromonale une fois sur le terrain, la panique chimique. Elles émettent des substances qui provoquent le chaos chez les défenseurs de la colonie cible. C'est la guerre psychologique moléculaire, la création artificielle de terreur qui désorganise la résistance avant le combat direct. Les défenseurs, submergés par ces signaux de panique, abandonnent leur position, fuient leurs propres larves, laissent le champ libre aux envahisseurs. Cette combinaison de recrutement et de panique est redoutablement efficace. Elle permet à des colonies relativement petites de vaincre des ennemis plus nombreux. Les esclavagistes pénètrent alors dans le nid, capturent les larves et les pupes, et retournent victorieusement avec leur butin vivant. Ces jeunes capturés, élevés dans la colonie des esclavagistes, impriment l'odeur de leurs ravisseurs. Ils deviennent des esclaves qui travailleront pour leur maître chimique, qui parfois participeront même aux raids futurs. C'est le cycle de la domination chimique.
la reproduction de l'esclavage par phéromones. Dans les supercolonies, ces systèmes d'alarme et de recrutement fonctionnent à une échelle gigantesque. Une menace détectée à un point du territoire peut mobiliser des défenseurs de régions distantes, créant une réponse coordonnée à l'échelle de l'Empire. C'est la sécurité collective chimique, la protection mutualisée par molécules interposées, l'agriculture champignoniste et la marabunta nomade. Les fourmis pratiquent l'agriculture depuis 50 millions d'années. Mais certaines ne construisent même pas de nid. Elles sont le nid, 20 millions d'individus formant une masse vivante qui dévore tout. Parmi tous les accomplissements des supercolonies de fourmis, l'un des plus spectaculaires est aussi l'un des plus anciens. Il y a environ 50 millions d'années, certaines fourmis ont fait une découverte qui changerait à jamais leur évolution. Elles ont appris à cultiver des champignons. Aujourd'hui, les fourmis champignonistes maintiennent l'une des 3 formes d'agriculture complexe connues dans le règne animal, aux côtés de l'agriculture humaine et de la culture de champignons par les termites. Le processus commence avec la récolte. Les ouvrières sortent du nid à la recherche de matières végétales fraîches. Quand elles trouvent une source appropriée, elles évaluent chimiquement la qualité du substrat, détectant les composés qui indiqueront une bonne croissance fongique. C'est la sélection chimique des matières premières, l'agronomie moléculaire. Le transport vers le nid est coordonné par des phéromones de piste, créant des autoroutes végétales où les ouvrières se succèdent, portant des fragments parfois 10 fois leur propre poids. Dans les galeries souterraines, d'autres ouvrières reçoivent la matière végétale et la préparent. Elles la mâchent, la mélangent à des enzymes, la déposent sur les meules fongiques, les jardins souterrains où poussent les champignons. Ces meules sont des structures vivantes, constamment entretenues, aérées, fertilisées. Les fourmis les arrosent avec leurs excréments, les protègent des contaminants, éliminent les champignons parasites. Mais le contrôle ne s'arrête pas à l'entretien. Les fourmis produisent des antibiotiques, des substances chimiques qui suppriment les bactéries et les moisissures. Ces antibiotiques, sécrétés par des glandes spécialisées et par des bactéries symbiotiques sur leur cuticule, créent un environnement stérile favorable aux champignons domestiqués. C'est la protection chimique des récoltes, la lutte antiparasitaire moléculaire qui prédate l'agriculture humaine de dizaines de millions d'années. Les champignons cultivés sont totalement dépendants des fourmis. En retour, ils fournissent des structures spécialisées, des nodosités riches en nutriments que les fourmis consomment. C'est la symbiose obligatoire, la dépendance mutuelle poussée à l'extrême. Dans les supercolonies de fourmis champignonistes, cette agriculture atteint des échelles industrielles. Des tonnes de matière végétale sont traitées chaque jour. Des centaines de kilos de champignons sont produits. Des millions d'individus sont employés dans la production. C'est l'économie chimiquement coordonnée. Mais certaines fourmis ont poussé le concept de supercolonie encore plus loin. Les fourmis légionnaires du genre Dorilus ne construisent pas de nid permanent. Elles sont nomades, formant des colonies ambulantes de 20 millions d'individus qui déplacent leur empire entier à travers les écosystèmes. Imaginez 20 millions d'individus se déplaçant ensemble comme un seul organisme. La reine, au centre de la masse, est constamment entourée de ses ouvrières et de sa couvain. Les larves sont transportées. La nourriture est collectée en continu. Les défenses sont maintenues. Le nid n'est pas un lieu, c'est une structure sociale mobile.
La cohésion de cette masse vivante repose entièrement sur les phéromones. Les fourmis déposent en permanence des traces chimiques, créant un réseau de pistes qui maintient le groupe uni. Quand la colonne avance, elle forme un front de plusieurs mètres de large, une vague d'ouvrières qui explorent le sol à la recherche de proies. Les insectes, les araignées, les petits vertébrés qui ne peuvent pas fuir sont submergés, démembrés, transportés vers le centre pour être consommés. C'est la consommation totale, le fléau biologique qui transforme la forêt en désert avant de passer à la zone suivante. Cette stratégie chimiquement coordonnée est redoutablement efficace. Une colonne peut dévaster un écosystème entier en quelques jours. Mais elle a un coût. Ces fourmis dépendent totalement de leur cohésion chimique. Si la colonne est brisée, la masse se disperse. Les individus isolés meurent rapidement. C'est le superorganisme absolu, où la perte du tout signifie la perte des parties. Conclusion, l'Empire éternel. Nous avons découvert un monde invisible qui existe depuis 100 millions d'années. Et nous ne comprenons encore que 1% de son langage. L'Empire chimique est le futur de notre compréhension de la vie. Nous avons parcouru 10 minutes dans un empire invisible. Nous avons découvert un monde où l'identité est chimique, où les frontières sont moléculaires, où des sociétés complexes prospèrent depuis plus de 100 millions d'années sans que nous en ayons la moindre idée. Nous avons vu des fourmis se reconnaître par des signatures cuticulaires uniques, des supercolonies s'étendre sur des milliers de kilomètres grâce à un code chimique partagé. Nous avons exploré l'efficacité extrême du langage phéromonal, où 1 milligramme suffit pour tracer 120 000 kilomètres de pistes. Nous avons découvert le langage à 3 niveaux, qui coordonne des millions d'individus, avec une précision qui défie nos technologies. Nous avons plongé dans la trophalaxie, ce partage de nourriture et d'identité qui maintient la cohésion sociale. Et nous avons vu comment des parasites piratent ces codes chimiques pour infiltrer les empires. Nous avons observé les systèmes d'alarme qui mobilisent les défenses en quelques secondes, les stratégies de recrutement militaire qui transforment des ouvrières en soldats disciplinés. Nous avons contemplé l'agriculture champignoniste, cette civilisation qui cultive depuis 50 millions d'années, et les marabuntas nomades, ces empires ambulants qui dévorent tout sur leur passage. Mais ce que nous avons vu n'est que la surface. Les scientifiques estiment que nous ne comprenons peut-être que 1% du langage phéromonal des fourmis. Des milliers de molécules restent à identifier, des milliers de signaux à décoder, des milliers de comportements à expliquer. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions. Ce que ces empires chimiques nous apprennent dépasse l'entomologie. Ils nous montrent que la complexité sociale n'a pas besoin de cerveau grand. Ils nous montrent que la communication peut être silencieuse mais puissante. Ils nous montrent que l'identité peut être liquide et collective. Ils nous montrent que la coopération peut s'étendre à des millions d'individus sans gouvernement central, sans constitution, sans police. Ils nous offrent des modèles pour penser nos propres sociétés, nos propres systèmes de communication, nos propres défis d'organisation à grande échelle. Et ils nous rappellent notre place dans le vivant. Ces fourmis existent depuis plus de 100 millions d'années. Elles ont survécu aux dinosaures, aux glaciations, aux changements climatiques massifs. Leur langage chimique a persisté, évolué, perfectionné, tandis que des empires biologiques entiers s'élevaient et s'effondraient. Quand nous marchons dans une forêt, nous marchons sur des civilisations anciennes
qui continue de prospérer selon des règles qui nous échappent encore. Le langage phéromonal des supercolonies n'est pas qu'une curiosité scientifique. C'est une forme de communication sophistiquée, élaborée par l'évolution sur des échelles de temps qui dépassent notre compréhension. C'est une preuve que l'intelligence collective peut prendre des formes que nous n'avons pas encore imaginées. C'est une invitation à regarder le monde invisible avec plus d'humilité et d'émerveillement. La prochaine fois que vous verrez une fourmi, rappelez-vous, elle porte un empire sur son dos. Elle communique dans un langage que nous ne pouvons pas entendre, mais qui gouverne des sociétés plus complexes que certaines nations humaines. Elle est le messager d'un monde chimique, l'ambassadrice d'empires invisibles qui s'étendent sous nos pieds depuis des millions d'années. Et ce monde n'attend que d'être découvert, décodé, compris. L'aventure ne fait que commencer.